Bonjour tout le monde, merci d'être venu à ce Malte Academy. Donc je me présente, moi je suis Thierry Salé, donc je travaille en tant que DevOps chez Malte depuis 1 an et demi. Et @tsal, c'est mon compte Twitter. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du monitoring Kubernetes avec Prometheus, donc qu'on avait mis en place chez Malte il y a quelques temps. Donc tout d'abord, je vais vous parler un peu de Malte, l'équipe produit, comment on fonctionne, notre façon de travailler. Ensuite, je vais parler un peu des différentes applis qu'on a dans Kubernetes qu'il faut monitorer. Je vais faire un petit point sur Terraform, pourquoi on a choisi cet outil pour déployer Prometheus dans Kubernetes. Et enfin, je vais parler de Prometheus, la façon dont on l'a déployé dans Kubernetes en haute disponibilité avec Thanos pour la gestion du stockage. Donc, je vais détailler un peu la configuration de chaque composant de Prometheus et une petite partie sur l'alerting, enfin, pour recevoir des alertes de Prom. Et enfin, petit bonus, des annotations dans Grafana quand on reçoit les alertes, donc comment faire. Donc tout d'abord, Malte Community, qui on est. Donc malte.fr.com.es.de, c'est la première plateforme de freelance en Europe. Donc le concept, c'est vous êtes freelance, vous vous inscrivez sur la plateforme, vous créez votre profil avec vos compétences, votre expérience, etc. Et ensuite, les clients vont pouvoir directement vous contacter et vous proposer des missions sur la plateforme. Et c'est vous, le client, enfin le freelance, qui envoyez votre devis. Nous, on fait juste la mise en relation entre les freelances et les clients. Donc voilà, je ne sais pas si Arthur, tu as quelques stats sur le nombre de freelances, nombre de clients. Oui, en nombre d'inscrits, on a passé la barre des 180 000 il y a quelques jours. Et en nombre de clients, on est plus sur, je pense, à peu près la moitié, entre 80 000 et 90 000 qui ont déjà effectué justement des recherches clients sur la plateforme. Là, effectivement, l'activité en ce moment, elle est un peu particulière, mais voilà, ça, c'est les chiffres à jour en nombre d'inscrits sur Malte. Ok, merci. Donc Malte, l'équipe produit, comment ça fonctionne? Donc en fait, on est à peu près 50 personnes dans l'équipe produit. Donc des développeurs, des front back, des product managers, des data analysts, data scientists et des designers. On est répartis dans tout ça, c'est réparti dans à peu près 6 équipes. Et l'équipe plateforme, l'équipe DevOps, on est 3 personnes à gérer les déploiements de tous ces développeurs. Donc, chaque équipe va s'occuper d'une partie du site web. Donc, il y a la partie profil, la partie moteur de recherche, la partie dashboard, etc. Donc, chaque équipe va faire des déploiements, du développement pour son application. Et ça représente environ 150 déploiements par jour. Donc, à chaque fois qu'il y a un développeur qui commit une nouvelle fonctionnalité dans le repo Git, ça va lancer un déploiement automatiquement. Et donc, on arrive voilà, à une sacrée moyenne de déploiement. Alors, à la fois sur l'environnement staging et sur l'environnement prod. Donc, les applications qui tournent dans Kubernetes chez Malte, il y en a, comme je disais, il y en a pas mal. Donc, pourquoi on a choisi Kubernetes d'abord? Pour le déploiement, c'est easier, faster, stronger. C'est plus facile de créer un déploiement. Une fois qu'on a créé un déploiement pour une application, c'est facile de dupliquer la configuration de déploiement d'une appli. Ça se déploie beaucoup plus rapidement. Avant, on utilisait du Ansible pour déployer une application. Il fallait lancer le playbook, attendre que l'appli se démarre, etc. Maintenant, on peut faire un kubectl apply et l'application est déployée. Après, il y a juste le temps d'attente pour qu'elle démarre, mais le temps de déploiement est très rapide. Et enfin, la robustesse, grâce à Kubernetes, on a des applis qui sont automatiquement redéployées en cas de crash. On peut avoir plusieurs instances de l'application automatiquement, etc. On a pas mal de services qui sont inclus. Donc, on utilise Google Cloud GKE pour héberger notre Kubernetes. Donc, par défaut, on a tout ce qui est Stackdriver avec le monitoring, les logs, les métriques et de la sécurité pour se connecter au cluster de façon
automatique. Et enfin, la scalabilité, donc on utilise Kubernetes, ça permet de scaler automatiquement en fonction de la charge. Il va rajouter des nœuds dans le cluster pour encaisser la charge, etc. On offre du coup du self-service aux développeurs, quoi. Ils ont juste à déployer leur appli, ils ont tous les outils automatiquement, donc ils peuvent se connecter au Grafana, etc. pour aller voir les métriques, recevoir les alertes. Et ça permet voilà, d'encaisser la charge. Et du coup, si demain on ouvre Malte dans un nouveau pays, on sera prêt à faire face. Donc les applications Malte, donc c'est majoritairement beaucoup d'applications Java avec le framework Spring Boot. Quelques applications Node pour gérer du front ou de la partie visuelle. Quelques applications Python qui sont codées par les data scientists pour améliorer le moteur de recherche ou les recommandations de profil, etc. Quelques applications Go plus pour la partie DevOps. Donc voici un exemple des applications que nous avons. Donc en haut, on voit le cluster Kubernetes, c'est toutes les applications stateless qui n'ont pas besoin de stockage, qui tournent dans Kubernetes. Donc voilà, donc on a des applis pour la messagerie, pour le dashboard, pour gérer l'API, pour la gestion de son profil, pour le moteur de recherche, l'administration en interne, etc. On utilise Traefik comme reverse proxy, comme load balancer Kubernetes. Voilà, Rico Engine pour les recommandations en Python, des notifications web quand on reçoit des messages, etc. Et un agent consul qui permet d'utiliser du service discovery entre les bases de données qui sont en dehors du cluster Kubernetes et le cluster Kubernetes. Et donc, en dehors de Kubernetes, on a tout ce qui est stateful, donc Elasticsearch, MongoDB, PostgreSQL, RabbitMQ et du Redis. Et enfin, HashiCorp Vault, qu'on utilise principalement pour la PKI interne. Donc, ça nous permet de générer, à chaque fois qu'une application démarre, on va lui générer un nouveau certificat client pour qu'elle puisse s'authentifier auprès des bases de données de façon sécurisée. Au niveau de la CI/CD, comment ça fonctionne chez Malte? Donc, on a un repo Git qui est hébergé chez GitHub, donc un repo privé. Et ensuite, on utilise l'outil Bamboo de chez Atlassian qui va détecter les commits et lancer un build de l'application. Une fois que le build est passé, il va également lancer les tests donc avec Maven. Et si tout est OK, il va générer l'image Docker de l'application et la pusher dans un registre privé. Et enfin, il va lancer le déploiement via Argo CD. Donc Argo CD, c'est un outil qui tourne à l'intérieur de notre cluster Kubernetes et qui permet de détecter les changements de repo Git et d'appliquer les changements de façon automatiquement, façon GitOps. Et donc Argo CD va s'occuper de déployer l'application en respectant certaines étapes. Donc d'abord, on va synchroniser la configuration. Ensuite, on va lancer un upgrader qui va permettre de mettre à jour le schéma des bases de données, alter tab, add colonne avant que l'application démarre, etc. Et enfin, il fait le kubectl apply pour déployer l'application dans Kubernetes. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de Terraform. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît Terraform. C'est un outil qui est assez simple à prendre en main une fois qu'on a compris le fonctionnement. Donc, le principe, c'est qu'on décrit des ressources qu'on veut créer et ensuite, on peut les appliquer. Et ces ressources, elles sont décrites grâce à des providers. Il en existe beaucoup. Donc, on peut créer aussi bien des ressources dans Google Cloud, dans AWS, chez Azure, des ressources Kubernetes. On peut manager, créer des VM OpenStack, créer des dashboards dans Grafana, des data sources, etc. On peut manager des droplets DigitalOcean. Il y a des providers pour beaucoup de choses. Et donc, et la communauté en développe évidemment pas mal aussi. Et une chose intéressante, c'est que c'est réutilisable. Donc, une fois qu'on a décrit les ressources qu'on veut créer, on peut utiliser la notion de workspace
qu'on utilise chez Malte. Et ça nous permet de switcher de workspace. On dit juste Terraform Workspace, Select, Intégration, Production. Et on verra on pourra réappliquer les ressources sur un nouvel environnement. Et enfin, il y a le provider Kubernetes qu'on utilise beaucoup qui permet de déployer des ressources dans Kubernetes via Terraform. Donc l'avantage, c'est qu'une fois que la ressource est créée, si on la supprime du plan Terraform, elle sera supprimée du cluster Kubernetes. Contrairement à du kubectl où une fois que la ressource est appliquée, il faut aller manuellement supprimer la ressource qu'on veut enlever. Donc pour ça, c'est intéressant. On utilise un petit outil qui s'appelle cat2tf qui permet de convertir un fichier de configuration au format kubectl dans le format Terraform. Donc voilà, donc maintenant je vais vous parler un peu de Prometheus dans Kubernetes, donc comment ça fonctionne. Donc Prometheus, c'est pas un nouveau film Alien qui est pas très bon, c'est plus un outil de monitoring qui a été développé par SoundCloud et open sourcé en 2012. Le principe, c'est d'aller collecter des métriques. C'est en mode pool, c'est-à-dire que c'est Prometheus qui va se charger de collecter les métriques via HTTP sur un endpoint /metrics, par exemple. Et la grande force de Prometheus, c'est le service discovery, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin de lui dire, de lui lister toutes les applications à collecter. Il va être capable de découvrir tout seul les applications qui tournent au sein d'un cluster Kube, Swarm ou la liste des VM OpenStack. Il a plein de providers de discovery qui sont disponibles pour s'auto-configurer. Donc, ce service discovery, ça se configure via du YAML, voilà, le langage préféré des DevOps. Et Prometheus a sa propre time series database, c'est-à-dire que toutes les métriques qui sont collectées, elles sont stockées en interne dans Prometheus. Et ensuite, on peut requêter ces métriques via un langage qui s'appelle PromQL. Et donc, un exemple, voilà, on donne le nom de la métrique, accolade le nom du tag. Donc, par exemple, CPU, accolade host égale le nom de mon serveur. Et il va nous retourner le CPU pour ce serveur-là. Enfin, Prometheus gère l'alerting lui-même, c'est-à-dire que ce n'est pas un autre outil qui va interroger les métriques pour envoyer des alertes, c'est Prometheus qui, au fil de l'eau, va détecter les règles d'alerte, si elles sont déclenchées ou pas, et envoyer les alertes comme il faut. Et dernier truc, voilà, il y a une data source Grafana, donc ça permet de pouvoir visualiser toutes les métriques dans des dashboards Grafana de façon plutôt jolie. Donc, je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Donc, voici l'architecture que j'ai mis en place pour déployer Prometheus dans Kubernetes. Donc, comme vous voyez, sur la gauche, on a toutes les applications qui sont collectées. Donc, on a les applications Java, Node, etc. On a l'API Kubernetes qui expose des métriques au format Prometheus, donc pour avoir le statut des pods, etc. On a le load balancer Traffic qui expose ces métriques aussi. Un outil KubeStateMetric qui permet d'avoir plus d'informations sur l'état des applications qui tournent dans Kubernetes, justement. Blackbox Exporter qui permet d'avoir des statistiques sur faire un health check HTTP sur une application, par exemple. C'est une sorte de passerelle de collecte. Et pour avoir, par exemple, avoir une alerte quand un certificat d'une application va bientôt expirer, par exemple. Et enfin, on utilise aussi Telegraph, qui est un outil open source qui permet de collecter des métriques depuis plein de sources différentes et d'exposer les métriques collectées au format Prometheus. Donc, on peut dire à Prometheus d'aller scraper ces métriques déjà collectées par un autre collecteur. Donc voilà, donc Prometheus est déployé dans Kubernetes en mode stateful set, c'est-à-dire en mode persistant, avec un volume de données persistant, en 2 exemplaires pour avoir de la haute disponibilité. Et au sein du même stateful set, du même pod, on va avoir 2 containers. Donc à la fois Prometheus qui va scraper les métriques,
et le sidecar Thanos qui va s'occuper de récupérer les métriques, les fichiers de métriques générés par Prometheus pour les uploader dans un bucket Google Cloud Storage. Donc, toutes les 2 heures, Prometheus va écrire un fichier de données que Thanos va synchroniser dans un bucket S3 Google Cloud. Une fois que ces fichiers sont stockés dans le bucket, on a Thanos Store API, qui est un autre composant qui permet de récupérer ces buckets et de les exposer au format API pour pouvoir les requêter ensuite. Et donc, du coup, c'est Thanos Query, l'outil de requête qui va exposer les métriques au format PromQL, comme si on tapait directement sur Prometheus, sauf qu'il va aller interroger à la fois l'API, la Store API, qui va récupérer les données, l'historique des données anciennes, et les données temps réel qui sont encore dispo sur le sidecar Thanos. Et donc, on a juste à brancher Grafana, notre data source Grafana sur le Thanos Query, et on a accès aux métriques temps réel et aux métriques longue durée qui sont stockées dans le Google Cloud S3. Un autre composant Thanos, c'est le compactor. Donc, si on veut si on veut avoir une longue rétention, donc par exemple, Prometheus va collecter toutes ces métriques toutes les 10 secondes. Si on veut garder 10 secondes d'intervalle de métriques sur une longue durée, c'est pas possible. Ça va prendre beaucoup trop de place sur le disque. Et du coup, le Thanos Compactor, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller récupérer un bloc de 2 heures et il va le compacter pour avoir une granularité plus grosse, quoi. Au lieu d'avoir un sampling à 10 secondes, on va avoir un sampling à 5 minutes ou à 1 heure, etc. pour garder 6 mois, 1 an ou 2 ans d'historique de métriques. Et enfin, tout en haut, on a un autre composant, Alert Manager. Donc, comme je disais, Prometheus, il a son propre moteur de règles intégré. Quand il détecte une alerte, par exemple, une application ne répond plus ou je sais pas, le nombre d'erreurs 500 sur Traefik augmente, il va déclencher une alerte qui va envoyer à Alert Manager. Et ensuite, c'est Alert Manager qui va se charger d'envoyer l'alerte, le message d'erreur au bon format. Donc, il va se charger de dédupliquer l'alerte parce qu'on a plusieurs Prometheus qui ont envoyé les alertes à Alert Manager. Donc, il va dédupliquer et envoyer dans le bon channel Slack en fonction de l'équipe concernée ou envoyer une annotation dans Grafana, par exemple. Donc là, maintenant, je vais faire un petit focus sur, alors pas sur la partie configuration de déploiement Kubernetes, mais plus sur chaque composant qu'on vient de voir, sur les options de ligne de commande qu'on a mis pour que ça fonctionne. Donc sur le Prometheus, donc on a le fichier de conf principal qui permet de lister le service discovery et les règles d'alerte, etc. Le chemin où est stockée la time series, donc dans /Prometheus. Et ensuite, ce qui est important, c'est le min block et max block duration, où on lui dit vraiment de ne pas garder d'historique en local, mais de faire des fichiers de 2 heures. Donc comme ça permet d'avoir un Prometheus qui ne consomme pas trop de RAM et qui garde uniquement 2 heures de rétention en local. Donc dans le sidecar, donc dans le même pod Kubernetes, on a le sidecar qui partage le volume /Prometheus et qui permet, une fois que Prometheus a écrit les blocs de 2 heures, d'aller les uploader dans le bucket qui est configuré ici. Un autre composant Thanos qu'on a vu tout à l'heure, le Store Gateway, donc lui, son boulot, c'est juste de récupérer les métriques qui sont dans le bucket S3 et de les exposer pour l'API Thanos. Donc voilà, il y a juste la configuration du bucket qui est configurée. Le compactor, donc c'est lui qui va s'occuper de faire le downsampling des métriques. Donc on lui spécifie la durée de résolution qu'on veut. Donc les données brutes à 10 secondes ou 1 minute d'intervalle, on va les garder pendant 3 jours. Les données avec un intervalle de 5 minutes, on va les garder pendant 1 mois. Et les données avec un intervalle de 1 heure, on va les garder pendant 6 mois. On aurait pu mettre 1 an ou plus. Donc voilà, donc c'est le compactor qui va s'occuper de compacter les métriques. Et enfin, le Thanos Query, donc c'est lui qui s'occupe d'aller requêter les métriques auprès des instances de Prometheus et du Store Gateway. Donc pour ça, on lui donne
la liste des stores à requêter, donc le store gateway qu'on a vu juste avant, et les différentes instances de Prometheus des stateful set, où là, il va aller parler au sidecar Thanos. Donc maintenant, je vais parler du service Discovery de Prometheus. Donc Discovery, je ne sais pas si vous avez vu la série Netflix Star Trek Discovery, qui était pas mal. Donc comment ça fonctionne le service Discovery Prometheus? On va utiliser, nous, le Kubernetes Service Discovery. Donc il en existe plusieurs. On peut utiliser, comme je disais, du OpenStack, du AWS, Azure, etc. pour découvrir automatiquement les VM ou les services à monitorer. Et donc là, on va lui dire, découvre-moi tous les pods qui tournent dans les namespaces Prometheus et Monitoring. Ensuite, on va mettre du filtrage. Donc, on va faire keep, garde uniquement les pods qui ont la notation Prometheus scrape égale true. Ensuite, tu me gardes uniquement les pods qui ont le port qui s'appelle HTTP. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on remplace. Donc, s'il y a une annotation qui est présente sur un pod, en lui disant, par exemple, c'est pas /metrics, mais c'est /monitoring. Et bah, du coup, on va récupérer ce metric pass pour que Prometheus se collecte au bon endroit. Et enfin, tous les autres labels, on va enlever meta Kubernetes pod underscore label, et on va garder uniquement ce qu'il y a après, et on va le mapper dans des labels. Donc ça, c'est toute la configuration qui est liée à la découverte des pods. Et une fois que Prometheus a collecté les métriques, il y a ce qu'on appelle le metric relabel config, où là, on va pouvoir réappliquer des filtres sur les labels qui sont récupérés. Donc, par exemple, si on a exported app, on le renomme en app. Si on a IO Kubernetes quelque chose, pareil, on récupère tous les labels et on les stocke en local. Enfin, on les remap sans le IO Kubernetes. Et enfin, on va supprimer tous les labels qui ne nous intéressent pas. Donc, tout ce qui est annotation, étoile, souvent, il y a plein d'annotations qui sont mises en place par Kubernetes et qui prennent trop de place, donc on les supprime. Tout ce qui est checksum de containers, etc., pareil, on n'en a pas besoin. Les passes de log qui changent à chaque container, voilà, container à 10, c'est des métriques, enfin des labels qui changent vraiment trop souvent et qui, si on les conservait, exploseraient la cardinalité, c'est-à-dire le nombre de métriques différentes stockées par Prometheus. Et plus ce nombre augmente, bah, plus Prometheus a besoin de RAM pour fonctionner. Donc, il vaut mieux faire du ménage avant de stocker tout ça sur le disque. Donc voilà, donc ça c'était la partie service discovery. Maintenant, je vais parler de la partie alerting. Donc le composant alert manager, comme je disais, lui, il s'occupe de recevoir les alertes, de les dédupliquer et ensuite de les router au bon média. Donc on va dire en fonction de la sévérité, en fonction du type d'alerte, on peut lui dire envoie sur tel ou tel channel Slack, ou par mail ou PagerDuty, un webhook, etc. Donc voilà, ça fait partie des composants Prometheus, fournis par Prometheus directement. Donc c'est une brique en plus à installer. Donc voilà, une fois qu'on a mis en place, donc il faut au préalable avoir défini des règles d'alerte. Donc là, j'en ai mis quelques exemples de règles qu'on utilisait. Donc par exemple, replica unavailable, c'est quand j'ai une application, par exemple, j'ai besoin d'avoir 3 instances de mon application, mais ça fait 30 minutes qu'il y a un réplica qui n'est pas disponible. Donc, par exemple, j'ai lancé un nouveau déploiement et le nouveau réplica, il n'arrive pas à démarrer parce que, je ne sais pas, il n'arrive pas à se connecter à la base de données, etc. Donc, du coup, ça va me déclencher une alerte. Idem, quand j'ai une application qui restart trop souvent, donc si le nombre de restarts sur 5 minutes est supérieur à 1, bah, du coup, j'envoie une alerte. Et enfin, pod waiting, c'est une autre alerte où c'est quand j'ai un pod qui n'arrive pas à démarrer du tout. Par exemple, le nom de l'image à poulet n'est pas la bonne et du coup, il
il a un image pool back-off, etc. Donc, on va avoir la raison de pourquoi le pod n'arrive pas à démarrer. Donc ça, on reçoit ces messages d'alerte directement dans Slack. Donc là, voilà un exemple des résultats de messages d'alerte qu'on reçoit. Donc ça, c'est toutes les alertes qui sont configurées dans Prometheus. Donc il y a des alertes aussi bien pour Elasticsearch, pour la partie Kubernetes en lui-même, et ensuite les applications. Et un exemple de message Slack qu'on reçoit, donc attention, le pod, donc l'application notifier, s'est fait home kill, c'est-à-dire qu'elle a consommé trop de RAM par rapport à ce qu'on l'a autorisé. Et du coup, Kubernetes l'a stoppé. Voilà, donc dernier point maintenant, c'est Prompt to Grafana. Donc c'est un petit outil que j'avais développé en Go il y a quelques temps, qui permet de dire à Alert Manager, quand tu reçois une alerte, tu vas créer une annotation dans Grafana. Donc ça permet d'avoir des dashboards plutôt sympas. Donc là, si on voit ici en vert, je vais voir donc c'est des annotations qu'on a mis en place quand on a un nouveau déploiement d'une application avec l'ID de la version qui est déployée. Là, on a le temps que l'application a mis à booter. Donc, vu que c'est du Java, parfois, ça peut mettre pas mal de temps. Et en violet, on va voir justement ces fameuses annotations prompt to Grafana qui sont envoyées par Alert Manager. Et donc, on peut voir ici l'application admin n'arrive pas à démarrer, crash loopback, il faut aller investiguer. Donc, une fois qu'on a reçu l'alerte Slack, on peut directement cliquer sur le lien et on aura accès à ce dashboard avec toutes les annotations qui vont bien. Et donc, ce petit projet voilà, qui est open source, qui est disponible publiquement. Voilà, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Cool. Si vous avez des questions, C'était un n'hésitez peu pas à nous les intense. poser. Ouais, justement, dans la partie converser, profitez-en, qu'on puisse les voir, nous, Thierry et moi. Il y avait une question de Benjamin qui demandait si le support était accessible ensuite. Tout à Nous, on va fait, il essayer de sera mis mettre. en ligne. Ouais, toi, tu partages Ouais, tu moi peux partager ta c'est un présentation, Thierry? document Drive, donc je vais le partager, je vais le mettre public, et puis après je laisserai la community s'occuper de le partager sur les réseaux sociaux. Ok, cool. Mais pas de souci, ouais, tu me l'envoies après et nous, on va essayer de mettre à dispo les enregistrements de toutes les Malte Academy dès que possible. Donc comme ça, il y aura au moins ces deux documents-là. Il y a une question d'Anthony. Quels sont les délais de rétention des métriques? Alors, comme je le montrais, tac, je vais revenir en arrière. C'est le compactor. Tac, c'est juste avant. Voilà, donc ici, donc on a les métriques, les raw métriques, c'est-à-dire les métriques avec une granularité très fine. On les conserve pendant 3 jours. Les métriques avec une granularité de 5 minutes pendant 1 mois. Et ensuite, on garde 6 mois d'historique. On aurait pu garder plus, mais 6 mois, ça suffit pour investiguer sur un problème. Top. Ouais, Anthony, n'hésite pas à nous dire si tu as d'autres questions. Je sais pas si tu vois les questions, toi, à Thierry. On en a une de Non, je vois pas Rox. le. Ok. C'est dans la. Non, mais il y a un petit onglet converser peut-être en bas, sinon je vais les lire, hein. Thanos Compactor, compression par échantillonnage ou moyen-âge? Moyen Âge de mémoire. Alors, il faut aller lire la doc Thanos, mais il me semble que c'est du Moyen Âge. Et on a accès, donc le min, le max. On a plusieurs informations. En gros, il prend le min, la moyenne, le max de chaque bloc sur lequel il fait le sampling. Ça marche. Et le nombre de Euh, métriques qu'on servi à calculer cette moyenne. ok, on a une question de Christophe. Quelles sont les évolutions d'ores et déjà prévues? Je sais pas trop pour l'instant, ça tourne un peu tout seul. Continuer à rajouter des règles d'alerte pour être alerté en cas de pépin. Mais pour l'instant, on a vraiment un truc qui tourne bien. Ok, on a une question, il y a pas mal de questions, c'est cool. Une question de Jean. Est-ce que vous avez comparé des solutions de type Instana, Datadog ou Dynatrace?
Dynatrace. Ouais, j'avais suivi un meet-up Docker où le premier qui était cité, Instana, était présenté. Ça avait l'air plutôt pas mal. On a une forte demande des développeurs pour avoir Datadog, pour avoir tout ce qui est APM que fournit pas malheureusement Prometheus. C'est-à-dire pouvoir avoir des traces et de bout en bout, quand on a une requête qui arrive, pouvoir avoir la trace de bout en bout par quel chemin elle est passée, par quelle application, quelle a été la requête lancée en base de données et avoir les logs de l'application à ce moment-là. Donc voilà. Donc Datadog, ouais, c'est un produit qu'on regarde aussi. Ok. On a une question d'Elga. Bonjour, les alertes via Slack m'ont surprise. Est-ce que cela ne donne pas beaucoup d'informations à un opérateur tiers et son niveau de sécurité? On n'a pas d'opérateur tiers. Il n'y a que nous qui avons accès au Slack. Donc voilà. Ah, Comme je ouais, disais au je début, sais. on est trois ops à suivre ce channel monitoring. Je sais pas, ouais, peut-être qu'Elga parlait de Slack comme opérateur tiers que Ah, eux aient les infos sur leur serveur ou ouais, apparemment ouais. c'est ça. C'est ça, ouais, bah après c'est juste les noms des applications, hein. C'est voilà, comme dans l'exemple que je mettais, c'était notifier l'ID du pod à redémarrer. On n'a pas les crédentials qui sont en clair dans les alertes, hein. Dac. Ok. Euh, pour le coup, alors autre question d'Anthony. Pour le coup, vous avez rencontré des problèmes de volume de données. De notre côté, même en limitant la cardinaliste, nous arrivons à des quantités astronomiques de données. Alors c'est ce que je mettais. Ah, si c'était là. Où est-ce que non, c'était la configuration de Service Discovery. Ce qui est important, c'est le métrique relabel config où là on fait du label drop. Là il faut là je crois que les slides, j'ai réduit la liste des labels qui sont droppés, mais en vrai on en drop beaucoup plus. Il faut vraiment réduire sa cardinalité à uniquement ce qui nous intéresse, sinon bah voilà on explose la RAM. Ok, on a une question de Sylvain. Comment sont déployés Prometheus et Co dans le cluster Kubernetes? Est-ce que vous utilisez des charts Helm, Prometheus Operator ou autre chose? Non, comme je disais, bah, on utilise Terraform. C'est dans quel sens? On utilise Terraform pour déployer tout ça. Donc voilà, avec des Terraform Workspace, intégration, prod, etc. Et ensuite Terraform Apply. Et donc tous les composants sont définis. Voilà, où est-ce que je mettais Terraform? Avec des ressources comme ici, quoi. Donc on va définir le stateful set Prometheus avec le, la version de l'image, avec les services account. Tout est défini dans Terraform. Ok. Ensuite, la question suivante, c'était Benjamin, est-ce que ce système sert à investiguer des incidents de sécurité ou vous attendez la mise en place de l'APM? Alors pour la sécurité, on utilise un autre outil qui s'appelle Falco. Donc c'est un daemon set qui tourne dans notre cluster et qui va avoir accès à tout ce qui est requête d'API un peu sensible. Donc, par exemple, à chaque fois que quelqu'un va faire un exec dans un pod, on reçoit une alerte également. À chaque fois qu'il y a je sais pas, une requête vers un DNS, une IP suspect, on reçoit une alerte grâce à Falco. Ok, Mais après, oui, Prometheus, ça peut servir, enfin, via Grafana, à investiguer, à aller voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu du trafic sortant, etc., quoi. ça marche. On a une autre. Alors, on a encore trois questions pour le moment. Kevin, est-ce qu'on peut se passer de Thanos dans un premier temps pour déployer tout ça, c'est-à-dire avoir Prometheus et Grafana uniquement? Thanos sert aussi pour l'archivage, pour l'interrogation. C'est ça, Thanos, c'est uniquement si on veut avoir de la rétention longue. Par défaut, Prometheus, il va avoir une rétention de 10 jours, il me semble. Donc on peut très bien garder Prometheus tout seul sans Thanos.
C'est vraiment parce qu'on voulait de la haute disponibilité, donc avoir plusieurs instances de Prometheus au cas où il y a un crash, etc. sur plusieurs sites distincts. Ok, on a une autre question qui revenait sur Datadog, c'était savoir si le frein était le prix ou est-ce que c'était autre chose? Un peu le prix, mais je pense qu'on finira par y passer parce que le côté APM plus log plus métrique dans la même interface, c'est vraiment sympa. Là, on a mis en place aussi Glowroot et Jaeger pour avoir les traces et les métriques Java, quoi. Et c'est vrai que c'est compliqué pour les développeurs, ils ont du mal à adhérer, d'avoir trois outils différents. Vivement que Grafana supporte Jaeger nativement, par exemple. Ok. On a une question, ça continue. Question de Maxime. Comment est garanti le bon fonctionnement de la migration des schémas de base de données via Argo CD? Comment est garanti Le bon fonctionnement de la migration des schémas de BDD, base de données, via Alors, Argo je vais CD. revenir sur Argo CD, c'était juste avant. Donc, J'espère que je massacre pas les noms de de tous les outils, toutes les technos. c'est ça. C'est pas En fait, évident. c'est pas Argo CD qui s'occupe de mettre à jour le schéma des bases. C'est Argo CD qui s'occupe de lancer le script upgrader. Et le script upgrader, il est fourni par les développeurs. Donc, c'est les développeurs donc, ce script upgrader, il est lancé avant chaque déploiement d'application pour être sûr que le schéma est à jour tout le temps. Et donc, il est idempotent, quoi. S'il n'y a aucune modification à faire dans le schéma, il va pas faire de modif. Et il pose des locks, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lancer plusieurs upgraders en même temps. Quand un upgrader se lance, il pose un lock. Et une fois qu'il a terminé, il libère le lock. Et c'est le déploiement de l'appli suivante qui récupère le lock et qui lance le upgrader, mais au final ne fait rien, quoi. L'upgrader, il est lancé 150 fois par jour et très rarement il fait des updates. Mais du coup, ça va vite. Ok, top. Question de Gassen. Pensez-vous à surcoucher avec OpenShift? Non. Non, non, parce qu'on utilise GKE, donc le Kubernetes managé par Google. Du coup, on n'a pas managé le cluster. Et pour Argo CD, pour le déploiement des applis, on utilise Kustomize, donc un outil qui permet d'avoir une base pour chaque application avec les fichiers déploiement, etc. Et ensuite, par environnement, on va avoir des overlays, des layers différents pour dire le nom de l'environnement, la quantité de RAM allouée à l'application en fonction de staging ou prod n'est pas la même. Les secrets pour communiquer aux API tierces sont différents, etc., quoi. Ok, ça marche. Et Kevin, tu avais une question où tu me dis peut-être un peu hors sujet, je la garde pour la fin au cas où. J'ai une question de Bart. Est-ce que l'on pourrait faire la même chose avec InfluxDB à la place de Prometheus? Alors oui, on pourrait utiliser du télégraphe, du influx pour collecter tout ça. Par contre, au niveau alerting, il y a le capacitor qui est fourni par InfluxDB, mais je sais pas, qui est moins simple à prendre en main, qui est encore un peu jeune, je trouve. Et un flux DB en termes si on veut de la rétention longue, c'est compliqué en termes de capacité mémoire, ça consomme beaucoup. Et le mode cluster est payant. Donc si on veut de la vraie haute dispo, c'est compliqué. Ça marche. Question de Mathieu. Avez-vous comparé avec d'autres outils de monitoring comme ELK qui intègrent les différents outils et l'APM ou êtes-vous parti sur Prometheus directement? Non, ELK, on n'y avait pas pensé. J'ai vu qu'après qu'ils faisaient APM et tout ça, que ça aurait pu être intéressant. En fait, avant, on utilisait Sensu pour l'alerting. Donc c'est très bien, ça fait des règles d'alerte pertinentes. Par contre, on n'a pas d'historique de métrique avec Sensu. Donc on avait les deux, quoi, un flux DB télégraphe plus Sensu. Mais bon, ouais, le côté service discovery de Prometheus ça nous a vraiment plu et du coup on a adopté la solution rapidement.
C'est vraiment la simplicité de configuration, quoi. On lui dit trouve-moi tous les pods et hop, il les découvre tout seul. On a les métriques. Ok. Et donc la dernière question, pour le moment en tout cas, c'était Kevin. Donc, est-ce que Terraform permet de mutualiser de la config Kubernetes si plusieurs services utilisent une config similaire? Peut-on les factoriser avec Terraform? Yes, tu déclares ton service une fois et ensuite tu peux le référencer dans tes autres plans Terraform. Enfin, dans le même plan. Au sein du même plan, tu peux déclarer une seule fois un service et l'utiliser via son ID Terraform en fait. Le nom de ta ressource, enfin, le type de ressource, point son nom, point metadata. Tu peux récupérer les attributs d'une ressource déjà créée pour l'utiliser ensuite. Cool. On n'a plus de questions. Est-ce que tout est bon pour tout le monde? Vous êtes encore une trentaine en ligne. Ah, Kevin, du coup, vous stockez les config Kubernetes dans les repos Git de chaque app. Non, on a un repo app-config qui Ah contient ouais. les configs de déploiement de toutes les apps au même endroit. Ok, oui, c'est ce qu'il me demandait après, ou bien dans un repo avec Terraform. Non, alors le repo Terraform, c'est le repo qui sert à déployer Prometheus, etc. Et les applications, c'est un repo à part Customize. Ok, Voilà. Le Terraform, c'est assez long. À chaque fois qu'on veut faire un apply, il va aller récupérer la liste des ressources existantes, comparer avec son plan et faire la diff avant d'apply. Comme on fait, je le disais au début, on a beaucoup de déploiements. Terraform, c'était trop lent pour ce besoin, donc on est resté sur du Customize natif. ok, question de Maxime maintenant. Ça va, Thierry, tu... Ah, c'est cool, il y a plein de questions. C'est que c'est intéressant. Ouais. Question de Maxime à nouveau. Quelle solution de gestion des secrets a finalement été retenue? Pure config map ou il y a un cluster etcd caché quelque part? Haha. Non, on a Vault, HashiCorp Vault, qui tourne en dehors de Kubernetes. Mais du coup, dans la procédure de déploiement, le config sync, voilà, on récupère la configuration des applications et on la pousse dans HashiCorp Vault. Et ensuite, grâce à Spring Cloud Vault, les applications vont récupérer leur conf, lire leur conf Spring directement depuis Vault. Et pour tout ce qui est secret dans Git, on utilise SOPS. Donc c'est Mozilla SOPS, un outil d'encryption fait par Mozilla et qui va utiliser Google KMS. Donc à partir de Google KMS, il va récupérer le token ring et ça va lui permettre de déchiffrer le fichier SOPS qui est dans Git à la volée au moment du déploiement. Donc c'est un plugin Customize Custom qu'on a développé en Go pour pouvoir déchiffrer au moment du déploiement les secrets. Ok, super. On a deux autres questions. Elga qui nous demande si on utilise un seul opérateur cloud ou plusieurs. Pour l'instant, on est tout chez Google. Voilà. On était chez OVH il y a un an et demi. On a fait la migration il y a à peu près un an. Un an, ouais, c'est ça, en mars dernier. Donc, on a encore une ou deux VM qui traînent chez OVH, mais c'est plus pour la partie build. Voilà. Mais toute l'infra est chez Google, principalement. Ok. Et dernière question avant peut-être les toutes dernières qui vont surgir ensuite. Pourquoi ne pas avoir utilisé Jenkins en lieu et place de Bamboo? Alors, on avait testé Jenkins. Alors, ça avait été mis en place avant que j'arrive. Je crois qu'il y avait un des inconvénients, je crois que c'est au niveau de la visualisation des rapports de test ou un truc comme ça. Ça correspondait pas aux besoins des développeurs. Il y avait quelque chose comme ça. Je ne pourrais plus Ok. dire exactement ce que c'était. Alors non, ça c'était GitLab qui permettait pas de visualiser. Je sais plus, Jenkins avait une feature qui manquait pour les besoins des développeurs. Je ne saurais plus dire laquelle. J'étais pas là encore.
Ça avait été évoqué avant mon arrivée. Ok. Et Rox qui nous demande pourquoi on a migré justement d'OVH à Google Cloud l'année dernière. Bah pour justement là on a ouvert l'Espagne, pas l'Espagne, l'Allemagne cette année. Non, c'était quand? C'était la fin d'année dernière. Et du coup on avait besoin de pouvoir anticiper la montée en charge, etc. Et on avait aussi pas mal de soucis de performance, enfin de stabilité chez OVH, des coupures réseau de temps en temps, des serveurs qui rebootaient sans prévenir et un support qui répondait pas forcément. Et grâce enfin, le fait que Malte soit une startup assez connue, on a eu un crédit startup de 100 000 euros par Google qui nous a bien motivé à switcher.